Tiers livre, ce sera notre cycle hiver. Le thème, c'est en 4000 mots, je vais dire pourquoi, et ça se met comme sous-titre « Construire une nouvelle ». La nouvelle, ça n'existe pas. C'est ça le paradoxe, hein. On va fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Mais si je prends la globalité de ce qui m'entoure, j'en suis gavé. Il n'y a que ça. Des prises d'écriture qui tiennent d'un bloc. Ça ne veut pas dire qu'elles s'écrivent d'un bloc. Alors évidemment, on entre tout de suite dans un paradoxe. C'est-à-dire, vous avez tout le temps les concours de nouvelles primés avec un recueil, etc. Vous avez combien de recueils de nouvelles qui circulent dans les manuscrits? C'est-à-dire que tenir l'écriture sur une petite durée peut sembler plus facile que la construction des grandes orgues. Mais ça n'empêche pas que des auteurs puissent avoir un pied dans les deux extrêmes. Prenez Franz Kafka, prenez ses récits en 4 lignes, séquentiels. Ça, on va travailler aussi ça, sur ces questions de séquence, que regroupe ce qu'on appelle le journal, en tout cas ces cahiers d'écriture. Et puis, de l'autre côté, le même thème, le même point récurrent, qui s'appelle le procès ou le château, qu'on a 10 fois, 15 fois, 20 fois sur des espaces brefs dans le journal, puis tout d'un coup, ça lui demande 1 an et demi d'écriture. Donc ça, on ne le perdra jamais de vue. Et il y a aussi tout simplement le fait que ces espaces sont toujours liés à la question de publication. Dès Balzac, il n'y aurait pas Balzac sans l'insémination par la nouvelle. Et ces bouquins, je crois qu'il avait fait une série de Balzac par ordre chronologique. Prenez des textes comme La Grande Bretèche, ça fait quoi? Ça fait 40 pages. Prenez le chef-d'œuvre inconnu, 40 pages. Et c'est ces espèces d'embryons qui restent dans leur tension, qui organisent tout ce qui vient se greffer autour. Alors évidemment, va naître loin de chez nous Edgar Poe. Je monte parce qu'il est là sur l'étagère au-dessus. Et là, qu'est-ce qui définit Edgar Poe? D'abord, qui prend son thème ou ses sujets dans l'actualité ou les fantasmes immédiates de son époque. Simplement aujourd'hui, l'actualité et les fantasmes disparaissent. Donc il ne reste plus que ce qu'il incarne, le récit d'Edgar Poe. Et puis ce récit, il l'insère dans son propre espace de publication, c'est-à-dire les magazines qu'il dirige, et à égalité de ceux qui sont directement des comptes rendus du réel. Et ça, cette insertion dans un espace de publication, il faudra qu'on ne le perde jamais de vue. En tout cas, c'est ce qui définit en gros le format de l'intervention écrite d'Edgar Poe. Le lieu de publication. Dans toute la littérature américaine, l'importance des magazines, y compris comme moyen de vie, pour des auteurs jusqu'à Faulkner, c'est quelque chose, ou Raymond Carver, quelque chose qui détermine la prise esthétique concernant la nouvelle. Qu'est-ce qui se passe chez nous en France? Genre mineur, je sais pas. Oui, par exemple, dans l'institution, les romans de Maupassant, Bellamy et tous ces machins-là sont toujours des prescriptions, font partie des prescriptions dominantes, avec le Fessé de Rousseau et quelques autres. Mais les nouvelles, et comment il les écrivait, Maupassant, à 22h30, avec ses problèmes de fric et tout ça, à minuit pile, arrivait le coursier du Gaulois. Le coursier du Gaulois prenait le petit manuscrit. Ça veut dire qu'un jour, on fait un souvenir. Le lendemain, on fait une conversation à laquelle on avait participé. Et puis, le 3e jour, ce sera un bout de voyage. Et puis, tchac, le 4e jour arrivera la nouvelle. Simplement, quand, au bout du compte, Maupassant les publie, la part fiction prend le dessus par rapport au reste. Est-ce qu'on a aujourd'hui encore un Maupassant chronologique qui serait en gros l'image de ce qu'on fait nous sur nos sites, nos blogs? On l'a toujours pas. Et Maupassant, est-ce qu'il retravaillait? Non, c'est écrit de 22h30 à minuit dans Le Mal de tête, la presse. Et puis, on ne revient pas dessus. C'est-à-dire, c'est ce côté d'un bloc qui fait cette espèce de tension propre aux nouvelles. Et puis aussi le grand écart de là d'où elles partent. Bon, on revient sur Terre. Prologue, la nouvelle n'existe pas, et puis nous, on va quand même faire des nouvelles. Alors, on va pas être dans le concours de nouvelles, etc. On va être dans réfléchir sur cet espace de la construction du récit bref,
Pourquoi je maintiens le mot nouvelle? Parce que on n'est pas dans encore, même aujourd'hui, ça va être le contraire. Qu'est-ce que c'est qu'une prose fantastique de Michaud en 10 lignes? Est-ce que ça participe de la nouvelle? À partir de combien de lignes une nouvelle, par exemple, l'espace aux ombres ou la vie chez les insectes, deviennent une nouvelle? Est-ce que c'est une question de structuration ou une question simplement de format? Eh ben, on a le temps de voir. Alors comment on va partir? Justement, on va partir avec Michaud. Je pense que là, on est parti pour un cycle probablement, parce que moi, c'est pas facile, je vais le découvrir avec vous. Sinon, si pour moi, c'était pas un enjeu, évidemment, ça aurait aucun intérêt. On explore. Et pourquoi on explore? Parce que c'est un monde vieux, un monde fragilisé, parce que la nouvelle n'a pas d'espace de publication en tant que tel, parce que par contre, la prise d'écriture, le récit, bref, tenez, qu'est-ce que j'ai devant moi là pour cet atelier? Robert Walser, Nouvelle du jour. Robert Walser, petite prose. Des écrits qui sont souvent publiés au jour le jour à Berlin en 1920 dans les journaux. La première fois qu'il écoute la radio. Il n'a pas de sujet d'écriture. De quoi il va parler? Il y a un clou au-dessus de son lit. Il va parler du clou au-dessus de son lit. Et puis il n'y a pas de texte plus génial, généreux, fantastique pour l'écriture. Qu'est-ce qu'on a comme chose savante? À l'inverse, on a les constructions de Henry James. Tout chez Henry James est génial. Les romans sont des cathédrales, mais l'espace des nouvelles, on a les carnets d'Henry James. Vous savez, là où il prend des notes avant d'écrire ses nouvelles. Ce qu'il écoute, ce qu'il voit, ses intuitions, les images, puis ça va mûrir, et puis il y a des bouts de scénario qui se déposent. On a 1000 choses à explorer. Alors nous, on va faire ça, je sais pas, globalement sur 2 mois, ça nous ferait une proposition par semaine, ça nous ferait un cycle d'environ 8, peut-être moins, mais je crois pas, peut-être plutôt 10 que 8. Donc on a le temps, et ça pour moi ça va être le départ. On va commencer un atelier d'écriture sur la nouvelle en n'écrivant pas de nouvelles. Ce que je voudrais premièrement vous transmettre. Je pense à tous ces textes aussi. Tiens, allez, Faulkner à l'université. On fera une vidéo spéciale sur la bibliographie de tout ça. Comment avancer vers l'écriture en s'empêchant l'écriture? Et le paradoxe, c'est que ce qu'on va accumuler d'écriture pour s'empêcher d'écrire, dans la préparation du moment d'écriture, sera en soi-même aussi texte, laboratoire, constitution de forme. On est toujours dans l'ambiguïté. Je crois que c'est la chose la plus compliquée que j'aurais à vous dire, donc paniquez pas. Mais là, ça y est, on va au charbon. On va aller au charbon simplement en essayant d'atteindre, de prendre le noyau. C'est pour ça que la première séance va être la plus difficile. Si vous calez, c'est pas grave, vous attaquerez à la deuxième. De toute façon, on voyage ensemble et il n'y a pas de problème. De toute façon, ça aussi, tout ça va être mis en ligne. Je crois que la magie de ce qu'on trouve ensemble dans ces ateliers en ligne, c'est qu'à mesure qu'on met les travaux à disposition sur le site, ce qu'explorent les autres devient pour soi-même un champ de possible, un champ d'imaginaire. Donc il n'y a pas ma proposition et démerdez-vous. Il y a ma proposition, l'écosystème de ce qui est en train de s'écrire, et puis là il y a 1000 petites portes, ça devient poreux, et ça là, la magie est collective. D'où grand remerciement que je fais à toutes celles et tous ceux qui s'expriment sur le groupe Facebook, complète, me critique, me désapprouve, mais apporte des directions très différentes. Et une des raisons de continuer cet atelier, de reprendre en atelier hiver avec un thème précis, c'est de ne pas laisser retomber cette magie et ce qu'on a appris les uns les unes des autres tout au long de cet été avec l'atelier sur la ville. On y va, depuis le temps que je le dis. Alors pourquoi ce sera difficile le premier truc? Parce que, évidemment, pour Walser, il y a ce défi. Je ne sais pas comment partir, je pars sur rien. Il y a un clou devant moi sur le mur, je parle du clou sur le mur. Simplement, Walser, il est déjà hyper musclé, même si l'image est bizarre par rapport à lui à ce moment-là. Il sait écrire, il est dans la lancée d'une répétition de l'écriture. Nous, on ne va pas disposer de ça tout de suite. On explorera ça, se lâcher prise sur un presque rien. Pourquoi pas? Il y a Marguerite Duras qui parle de ça tellement, tellement bien.
Mais au tout début, je voudrais qu'on parte plutôt de ce chemin qu'on a à faire en soi-même pour que la prise d'écriture soit dans un espace de sens. Attention, il ne s'agit pas que l'écriture dicte ou participe d'un sens. Elle est que dans cet abandon, cette perte de sens, ce lâcher-prise, on soit malgré tout dans un champ de tension qui nous concerne au profond, qui a à faire avec le souvenir, la mémoire, qui est souvenir avec l'inconscient, qui a à faire avec les cases secrètes de la relation aux autres. Et je crois que le plus grand chemin, par exemple le Kafka, il y a 4 thèmes, 5 thèmes comme ça, qui organisent, qui structurent le champ des récurrences. Donc pour moi, la première approche, ce serait d'essayer de déceler avec chacun ce champ des récurrences, ce champ des points d'articulation essentiels. Et pour ça, je voudrais vous demander, pour commencer, attaquer cette semaine, que vous me répondiez avec 3 paragraphes indépendants, 3 courts blocs indépendants. Ça peut être des blocs de 3 lignes, 5 lignes, de 10 lignes. C'est pas la question de format. Le format, on va constamment l'interroger. Mais en tout cas, qu'il y ait 3 blocs indépendants. Et j'insiste sur cette notion de bloc. On explore ici la prose narrative. L'unité paragraphe est totalement déterminante. En plus, on est dans un champ collectif, donc ce champ collectif, ça va être qu'à chaque fois qu'on ouvrira les textes, on trouvera des petits triptyques. Alors, 3, est-ce que c'est plus 4 ou 5 ? Je pars de Michaud, là, lui, il en a une bonne vingtaine. Petit à petit, on a glissé au point exact de départ. Dans les 1000 façons possibles de commencer, celle-ci était pour moi la plus obsessive, la plus insistante. Il y a quelque chose de général dans les textes de Henri Michaud. Je pense à la construction de Face au verrou, mais bon, on aura l'occasion de s'expliquer plus en détail là-dessus, où d'abord on accumule des images, donc c'est des écritures verticales, presque en mode automatique. On se force à écrire et puis on voit ce qui tombe. Et puis dans ce champ-là, on isole précisément ces petits points de scintillement. Ces petits points de scintillement vont devenir des proverbes, vont devenir des petits faits divers en 3 lignes. Donc lui stabilise ça, et puis petit à petit, c'est des collections de micro-prose qui s'ajustent sur ces proverbes ou ces faits divers en 2 ou 3 lignes. Et puis, au bout d'un moment, certaines proses vont permettre une extension à 20 pages, et ça donnera ces sommets que sont l'espace aux ombres ou Ma vie chez les insectes. Pour ça, l'autre jour, on discutait, là, toujours sur Facebook, avec un ami à propos de cette compilation de Michaud qui s'appelle L'espace du dedans, construite par Raymond Bellour et qui est en gros le best-seller de Michaud, le livre qu'on connaît le mieux. Alors que l'espace du dedans, il enlève toutes ces étapes préparatoires pour ne garder que l'espace aux ombres, par exemple. Un texte formidable, d'accord. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est que quand Michaud publie Face au verrou, il publie le chemin, il publie ce mouvement depuis l'accumulation verticale jusqu'au scintillement, puis la construction de ces suites de micro-prose, l'impossible retour, nouvelle de l'étranger, et puis qu'on voit le chemin s'établir jusque vers la nouvelle. Nous, c'est là qu'on va s'ancrer. Si vous avez l'intégrale Michaud en Pléiade, qui est un outil de travail formidable, ce qui n'est pas le cas de tous les Pléiades, mais celui-ci, oui. C'est dans le tome 3, on commande à Michaud, l'arrogant, le distant, un texte sur Magritte. Mais Magritte dispose d'une espèce de réputation de best-seller de la peinture dont ne dispose pas Michaud. Est-ce qu'on lui demande ça parce que Magritte est belge et que lui, même s'il a pris la nationalité française, il est évidemment né à Namur, a vécu si longtemps à Bruxelles. Et peut-être il y a tout ça dans la façon réticente que prend Michaud. C'est-à-dire qu'il va écrire sur Magritte, mais Magritte ne sera jamais nommée. Juste tout à la fin, il y a ce texte très court, très bizarre, où une fois le texte écrit, il rencontre Magritte. Et qu'est-ce qu'ils ont à se dire ?
Ben, pas grand-chose finalement. Et est-ce que l'homme et l'œuvre correspondent? Ben, c'est toujours quelque chose d'aussi bizarre. En tout cas, c'est aussi bizarre pour Magritte que pour Michaud. Donc ça s'appelle En rêvant sur des peintures énigmatiques. Probablement vous connaissez déjà ce texte. Ça fait toujours du bien de le relire. Ça, c'est autre chose. Vous êtes abonné au site pour participer à cet atelier. On reste sur le même mode. Si vous êtes abonné depuis très longtemps, eh bien, la porte est ouverte de toute façon. Par contre, dans ce que vous connaissez de la petite case à trésor ou réservée aux abonnés, j'ai mis une retranscription intégrale, donc à usage strictement personnel, En rêvant à partir de peintures énigmatiques. Prenez le temps de le lire. Et il y a aussi une petite compile de tout petits extraits que j'ai utilisé une fois ou deux en atelier avec mes étudiants. Et vous verrez bien en quoi, justement, lire l'intégralité de ce chemin, ça n'a rien à voir avec ces petites compiles. Mais ça, c'est vraiment si vous avez envie d'aller mettre le nez là-dedans. Qu'est-ce qui m'intéresse ? On parle de peinture, nous ? Non, surtout pas. Ça s'appelle des ekphrasis. Michaud prend ses distances avec les peintures de Magritte. Ce n'est jamais, justement, de simples ekphrasis, description des toiles. C'est une rêverie, c'est-à-dire c'est une reconstruction intérieure depuis l'impression de la toile, et puisqu'il s'agit de Magritte, de la cassure ou de la disparité ou de la fissuration du réel, du paradoxe dans le réel qu'instaure la peinture de Magritte. Et ça, Michaud le respecte. Donc on a une vingtaine d'images mentales, et c'est de ça que je voudrais qu'on se serve. Comment vous pouvez partir à la rencontre, non pas de 20, mais de 3. Par contre, j'insiste sur le triptyque. Je crois que c'est la disparité. Qu'est-ce qui serait stable pour vous dans cette notion d'image mentale ? Je parlais du journal de Kafka, où lui, c'est un homme écrit dans une chambre, il y a une fenêtre, il y a une table à écrire, il y a un canapé, et puis, ça j'en ai parlé bien souvent, vous pouvez avoir 12, 14 variations sur ce thème, et puis ça va donner la métamorphose, comme ça va donner le procès, la scène initiale du procès en tout cas, mais ça donne des toutes petites histoires en une page, ou bien vous avez aussi la sortie de village, c'est-à-dire une route qui rentre vers un village ou une route qui s'éloigne du village. Souvent, il y a un pont, souvent, il y a quelques lumières. Les maisons sont toujours un peu loin. Mais ce thème-là, il va le reprendre 10 fois, 12 fois. Puis si vous prenez l'ouverture du château, c'est toujours ce même thème. Vous commencez à me voir venir. Donc, ce qui compte pour moi, dans ce rapport de Michaud... je ne sais pas combien il a laissé de toiles Magritte. Je sais que Paul McCartney en possède environ on possède une bonne cinquantaine, 54 ou 56. Mais Paul McCartney n'a jamais écrit de rêverie comme celle de Michaud, qui lui n'a jamais possédé de Magritte. Image mentale, c'est-à-dire ces choses qui peuvent être très simples. C'est un bout de route et puis il donne là cet endroit. C'est quelque chose dans un intérieur. Et souvent, ce truc-là nous est revenu dans les rêves. C'est quelque chose du rapport au visage de quelqu'un, ou simplement parce qu'on regarde à travers une fenêtre, et puis que cette chose-là, on sait qu'il y aurait à écrire. Moi, ce qui compte, c'est qu'on ne l'écrive pas. Je m'entends bien. L'histoire, ce vers quoi va nous mener cette intuition qu'il y a quelque chose à déplier. On ne va pas la déplier. On va juste écrire l'image immobile, l'image mentale, cette image de départ. Cette chose qui, quand on se concentre, on sait que dans ces 2 points, 3 points, puisque triptyque, un dépli serait possible. On sait que ces trucs-là, on ne peut pas l'enlever de soi, on ne peut pas le décoller. Alors faites-le pour vous. Après, justement, je pense que d'abord on le fait pour soi, et puis ensuite on réfléchit à si on le publie, si on le met en circulation parmi le groupe, qu'est-ce que ça implique de changer, qu'est-ce que ça implique de protéger, et on sera déjà dans le travail de la phrase. Alors ne trichez pas avec là où c'est à l'intérieur de vous, ce tout petit truc. Si c'est simplement une couleur,
la peinture a appris à faire des monochromes. Et puis, si prenez le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, ben, c'est une toile avec tout ce mystère dedans. Et puis juste ce petit bout de pied nu qui dépasse. À vous de savoir si, avant le dépli, où Balzac installe Porbus et Poussin et Fred Hofer, et puis la piole incendiée, et puis il y aura juste ça, le tableau aperçu dans son embrouillamini et son morceau de pied. Et ce serait ça pour moi, cette notion d'image mentale. Alors j'ai déjà parlé beaucoup, tout ça va se simplifier, tout ça va se préciser. Je ne m'interdirai pas aussi de parler de nouvelles ou de venir en lire. Regardez, il y a quelques jours, toujours dans la préparation de ce cycle, j'ai pris Raymond Bellour, l'entre-image, enfin le tome 2 qui s'appelle Mauve Image, et j'ai lu un passage qui s'appelle La Chambre, sur tous ces trucs, il y a la chambre, où il prend tout ce qu'il a lu dans les films, les livres. Je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. Il est possible à vous de surveiller la chaîne YouTube, vous cliquez sur s'abonner, il y a une petite cloche où vous êtes prévenu par mail quand je mets une nouvelle vidéo. Faites ça, c'est le plus simple, il n'y aura pas tout le temps des lettres email, même si là je vais en mettre une. Je répète et je synthétise. Il ne s'agit pas de commencer l'écriture d'une nouvelle. Il va s'agir dans ces 3 ou 4 premières propositions d'accumuler de la matière qui sera la maison d'écriture. Là où on va bientôt écrire la nouvelle, mais là où elle va s'écrire toute seule, ou peut-être elle va s'écrire brièvement et vous n'en reviendrez pas qu'à ce moment-là, comme l'heure et demie de mots passants au quotidien, entre 22h30 et minuit, il y a cette écriture et cet enlevé de soi. Donc simplement, prendre quelques jours, n'écrivez pas tout de suite, ne vous forcez pas à trouver les 3 tout de suite, mais à chercher ce qui, pour vous, dans ces rémanences d'images, dans ces images stables, dans ces images qui interrogent, mais dans cette notion d'image mentale, c'est-à-dire quand Michaud est devant la toile, qu'est-ce qui se compose dans l'intérieur du crâne? On n'est pas encore dans raconter une histoire, mais dans ce champ de fabrication mentale, quelque chose est prêt. Et c'est là où, en rêvant à partir de peintures énigmatiques, le mot énigmatique prend son sens. On ne lève pas l'énigme, on reste dans l'énigme. Vous voyez, c'est ce temps d'arrêt en amont, ce temps d'arrêt avant le dépli. Mais pour moi, la nouvelle, je ne connais pas des auteurs d'une seule nouvelle. On pourrait dire Melville avec Bartleby, mais à côté, il y a Benito Cerino, il y a Billy Budd, il y a tellement de choses. Je crois que c'est important de partir d'emblée sur explorer pour chacun son propre espace, son propre territoire, son territoire génératif. Le territoire d'où peuvent naître non pas une nouvelle, un apax, mais le terrain fécond où vous pourrez revenir pour partir dans un ensemble de narrations. C'est pas exclu d'ailleurs que au terme de ces 2 mois, vous ayez plusieurs départs de récits. Il y a toujours des moments où le récit va vous prendre. Et peut-être que c'est ça le plus beau de ce qu'on va pouvoir partager ensemble. Comment, à manier des choses fertiles mais dangereuses, il pourra y avoir pour chacun, vous savez ce que André Dubouchet nomme l'emportement du muet. Quelque chose emporte, mais qui ne parle pas avant d'exister dans la langue. C'est ça ce qu'on va faire. Donc là, première semaine, une proposition. Vous ouvrez le site, vous imprimez ou vous téléchargez, ou vous lisez sur votre ordinateur, ou vous prenez dans votre Pléiade Michaud en rêvant à partir de peintures énigmatiques. Vous oubliez Magritte, vous gardez simplement ces notions d'un inventaire d'images mentales qui ont en elles-mêmes quelque chose d'obsédant, d'intrigant. Le clou sur le mur devant Robert Walser. Et là, on va juste prendre 3 images. Pour vous, vous pouvez en faire plus, c'est pas la question. Mais on s'en tient à ces images de grâce. Un triptyque, 3 images mentales. Évidemment, je vous dis, on est toujours dans le paradoxe, c'est-à-dire que ce que vous allez faire là-dessus,
En rêvant à partir de peintures énigmatiques est un des plus grands, des plus beaux, des mieux construits parmi les textes de Michaud. Bien, ça veut dire que ce que vous allez faire va être très bien en tant que tel, mais on est dans l'amont de la nouvelle, dans la question de aller à la rencontre d'images mentales qui surgiront pas parce que vous allez claquer du doigt et dire viens image mentale, ou dire hé les potes, moi je vais te les dire, mais 3 images. Non, non, non. C'est prendre le temps d'une... On s'immobilise, on éloigne un petit peu le temps, on se dit qu'on va voyager pendant 2 mois, on se dit qu'on n'a pas de sujet d'histoire, on se dit que c'est terrible d'écrire une nouvelle parce qu'on ne va pas écrire une nouvelle comme ça. Que... Oh là là, je voudrais que vous soyez même peut-être, même cette trouille est positive, qu'on ne cherche pas à se prouver à soi-même qu'on est dans l'écriture de la nouvelle ou même dans l'écriture, qu'on soit simplement dans accompagner ce retrait de soi-même, accompagner cet élargissement où il y a silence. Pensez à cette phrase de Dubouché que je répète, l'emportement du muet. Vous l'avez chez vous, ce livre? Dans cette mutité, qui est-ce qui est susceptible d'emporter? Pas de vous emporter, de traverser pour emporter. Et peut-être c'est tout petit. Vous savez, l'an dernier, on a parlé de la mort de Monsieur Goluja, nouvelle de Vladimir Stepanović, un Serbe dont je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis le conflit, même s'il est âgé maintenant. C'est quoi, Monsieur Goluja? Un homme descend d'un train. Il y a 3 images, peut-être dans le récit. Il y a les scènes dans la salle d'auberge, espèce de restaurant avec les regards sur le truc. Et puis il y a le moment sur le pont où se jeter. Donc effectivement, 3 images mentales, fortes. Et puis le récit, il naît tout simplement du puzzle qu'organisent ces 3 images. C'est bon, c'est ma première proposition. Partez de En rêvant de peinture à partir de peintures énigmatiques. Pensez que chaque mot du titre a son importance à partir de. Évidemment, il est hors de question d'utiliser des toiles, des choses comme Michaud là travaille, se contraint à travailler sans le nommer sur les toiles de Magritte. Vous enlevez les toiles, vous mettez quoi à la place? Vous mettez ça à la place. Ça s'ouvre, ça, non? On ouvre ça et on voit ce qu'il y a comme petite toile pendue au mur, à l'intérieur du cerveau. Et ça va nous faire un super triptyque de 3 images mentales, surtout sans se demander ce qu'on va pouvoir en faire. Imaginez que vous alliez dire à Franz Kafka, « Putain mec, t'as écrit un truc avec une fenêtre sur rue ?» Premier texte non déchiré de Kafka en 1909. Un type qui écrit à sa table, comme toi tu écris à sa table dans ton cahier, et puis un canapé, une seule place dans ta petite chambre, et ben c'est ça qui va faire 15 nouvelles. Et puis non, Kafka est... Oulala, 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 ce serait effrayé. Ne vous effrayez pas. Allez à la rencontre, sans demander de pourquoi, sans demander d'après, sans demander autre chose que ces images un peu stables, un peu obsessives, et je ne sais pas combien on va être. Hey, tiens d'ailleurs, peut-être pour notre 8e ou notre 10e ou notre 11e, ce sera encore une piste ça, se saisir des textes des autres, et puis fabriquer du récit à partir de ce que les autres ont donné. On risque d'aller loin avec ce truc. Les prochaines seront plus courtes. Paniquez pas, ça va s'organiser. C'est un voyage ensemble. Seulement, il se trouve que moi, mon voyage, c'est ça. J'attends les textes.